Et donc, pour poursuivre dans cette table ronde sur les hépatites aiguës graves, donc on a le plaisir d'accueillir à nouveau Nolwenn Laborde, notre collègue toulousaine, qui va nous parler des hépatites aiguës d'origine métabolique. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité à parler de ce sujet. Initialement, c'était Pierre Brouet qui devait être à ma place, mais il est parti voguer en mer, donc j'ai l'honneur d'être là aujourd'hui. Donc, pour reprendre un peu les maladies métaboliques, souvent ça fait peur, alors que c'est finalement quelque chose de très simple. La plupart du temps, c'est... Non. En tout cas, le but, c'est vraiment de vous le simplifier. Vous allez voir que c'est très stéréotypé et que j'espère que vous aurez compris beaucoup de choses. Donc, c'est des déficits enzymatiques d'origine génétique sur des voies biochimiques. Donc, vous avez normalement le composé A qui, grâce à l'enzyme, est transformé en composé B. Il y a un déficit génétique sur cette enzyme, ce qui va faire qu'il va y avoir une accumulation de A, et donc des maladies par intoxication dues à l'accumulation de composés toxiques. Et puis, dans d'autres maladies, c'est plutôt le déficit en B qui va être à l'origine de la maladie, et notamment dans des maladies énergétiques. En fonction de l'existence d'un déficit complet ou partiel de l'enzyme, eh bien, on peut retrouver ces maladies tout au long de la vie. En cas de déficit complet, dès la période néonatale ou chez le jeune enfant, et puis des déficits partiels à l'adolescence, et y compris chez les adultes et les personnes âgées. Et puis, il y a des maladies, c'est vrai, qui sont un petit peu plus complexes, avec des désordres génétiques du trafficking intracellulaire au niveau du réticulum endoplasmique et de l'appareil de Golgi, pour lesquels on n'a pas encore compris toute la physiopathologie et pour lesquels actuellement il n'y a pas de traitement spécifique, donc finalement pas d'urgence à faire le diagnostic, mais on espère qu'il y aura des traitements prochainement. Donc les hépatites aiguës, la définition, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition très claire. On dit que c'est une affection aiguë du foie avec des lésions hépatocytaires, une réaction inflammatoire au niveau du foie. Et finalement, quel est le meilleur reflet des lésions hépatocytaires ? C'est le dosage des transaminases, avec, on va voir dans les hépatites aiguës, une augmentation rapide et importante des transaminases, souvent à plus de 10 fois la normale. Alors, parmi ces hépatites aiguës, qu'est-ce qui va pouvoir nous orienter vers une origine métabolique ? Comme disait Alexandre, comment trouver le cas particulier qui va nous orienter vers quelque chose de métabolique ? Mais c'est est-ce qu'il y a l'existence d'une cholestase d'un ictère associé ? Est-ce qu'il y a une stéatose, un foie hyperéchogène ? Et est-ce qu'il y a une atteinte neurologique ? Si on s'est posé ces trois questions, on va s'orienter très facilement vers une maladie métabolique. Alors, les caractéristiques générales de ces hépatites aiguës métaboliques, très souvent, il y a des insuffisances hépatiques aiguës associées. Très souvent, il y a des stéatoses hépatiques, des foies hyperéchogènes. Et ensuite, il y a des formes un petit peu typiques, des syndromes de Reille avec une encéphalopathie, des hépatites aiguës syndromiques, et puis des formes récurrentes. Alors, quelle maladie métabolique donne des hépatites aiguës graves ? Il y a deux types de maladies. Avec ictère, on connaît classiquement la maladie de Wilson, des déficits du cycle de l'urée, des cytopathies mitochondriales, et puis sans ictère, qui peuvent s'apparenter à un syndrome de Reille, l'intolérance héréditaire au fructose, déficit de bêta-oxydation des acides gras, les déficits du cycle de l'urée, les cytopathies mitochondriales parfois ne donnent pas d'ictère, et des déficits de néoglucogénèse. Donc, ce qui est important pour repérer ces maladies-là, c'est de faire un dosage des CPK, notamment pour les déficits de bêta-oxydation des acides gras, de l'ammoniémie pour les déficits du cycle de l'urée, de la glycémie, de la céruloplasmine. Bien sûr, éliminer les diagnostics différentiels avec les recherches de virus, même si on a vu que ce n'était pas toujours facile, des hépatites auto-immunes. Et puis, rechercher des signes spécifiques qui peuvent nous orienter un peu plus vers une hépatite métabolique, l'existence d'une insuffisance hépatique associée et d'un foie hyperéchogène. Donc, finalement, des choses très simples que n'importe où on peut rechercher.
Donc sur les insuffisances hépatiques métaboliques, mais finalement c'est assez fréquent, hein. Donc là c'est une étude des Nord-Américains du NAPSGAN qui a repris les causes d'insuffisance hépatique chez les enfants. Donc eux ils avaient même un peu plus 40% de causes indéterminées et puis jusqu'à 10% de maladies héréditaires du métabolisme. Et si on s'intéresse particulièrement à la tranche des enfants de moins de 2-3 ans, hein, donc des nourrissons, mais là on a jusqu'à 30 à 50% de causes métaboliques retrouvées chez ces enfants jeunes, et ça correspond à 8 à 15% des transplantations hépatiques, donc c'est quand même une proportion non négligeable. Alors la liste des maladies, bon, c'est vrai quand on regarde ça, ça peut faire peur et on se dit il y a tellement de maladies, c'est compliqué, je comprends rien. Ce qu'il faut se dire, c'est que parmi ces maladies-là, ce qui est très important de retenir, c'est qu'il y en a 2/3 qui sont traitables. Et c'est vraiment ces maladies traitables qu'il faut rechercher en priorité. Alors, si on regarde les maladies traitables, donc chez le nouveau-né, le nourrisson, il y a la galactosémie, la tyrosinémie que j'ai mis en grisé. C'est des maladies qui donnent classiquement des insuffisances hépatiques, mais peu de tableaux d'hépatite aiguë. Il y a l'intolérance héréditaire au fructose, les déficits de bêta-oxydation des acides gras, déficit du cycle de l'urée, déficit de synthèse des acides biliaires, et chez le plus de 2 ans, le Wilson, et on retrouve aussi bêta-oxydation des acides gras, déficit du cycle de l'urée et l'intolérance héréditaire au fructose qu'on peut trouver un peu à tout âge. Les petites étoiles, donc, ce sont les maladies qui maintenant sont dépistées grâce au dépistage néonatal depuis l'extension en janvier 2022. Donc ces maladies-là, je vais vous l'illustrer par des cas cliniques qu'on a vécus ces 3 dernières années. La clinique, elle est très stéréotypée, donc souvent c'est vraiment les mêmes histoires et donc on ne passe pas à côté. Il faut y penser parce qu'il y a un traitement immédiat qu'on peut mettre en place. Et ce qui est très important, ce que nous dit toujours le professeur Delonlé, c'est que surtraiter n'est pas toxique. Donc si on a un doute, il vaut mieux surtraiter, considérer que c'est une maladie métabolique. Ce ne sera jamais toxique pour le patient, alors qu'à l'inverse, retarder de 24-48 heures, ça peut être fatal. Donc là, je voulais vous présenter ce cas d'un petit Naïl qui a 9 mois, qui se présente aux urgences avec un malaise, une pâleur et une somnolence. À l'arrivée aux urgences, il a une hépatomégalie clinique. Il y a un bilan qui est fait tout de suite à l'arrivée, qui retrouve une acidose, une hyperlactacidémie, une élévation des transaminases, donc il signe une hépatite aiguë, des gamma-GT normales, phosphatase alcaline normale, pas d'ictère, des CPK normales, un TP qui est conservé, une ammoniémie normale. On fait les sérologies virales qui reviennent négatives. Et puis à l'échographie, un foie de taille très augmentée qui est très hyperéchogène. Donc là, on se dit, attention, c'est très certainement une maladie métabolique. Donc il est hospitalisé dans notre service. Il y avait à ce moment-là encore Pierre Brouet, Guy Toiti. On fait tout plein d'examens métaboliques. Finalement, il ne récidive pas de malaise. Le bilan de malaise est négatif. Tout le bilan métabolique est négatif. On recontrôle les transaminases un peu à distance qui sont toujours élevées. Le lactate s'est normalisé. Et puis, nos maîtres nous disent il faut réinterroger ce patient. On n'a pas trouvé ce qu'il y a. Il faut faire un bon interrogatoire. Donc, envoyer l'externe pour savoir exactement qu'est-ce qu'il mange. Et donc, a posteriori, mais comme quoi ça arrive même dans des équipes entraînées, on voit que cet enfant a une diversification très difficile. Il arrive à manger des pommes de terre, des poireaux et des courgettes, mais il refuse tous les fruits, des carottes. Il en a déjà consommé sans vomissement ni malaise, mais vraiment, il n'aime pas ça du tout et la maman n'arrive pas à l'alimenter. Donc au début, on s'est dit c'est un trouble de l'oralité, elle nous énerve. Et en fait, on a fait le séquençage du gène ALDO-B suite à cet interrogatoire et on a retrouvé une intolérance héréditaire au fructose. Donc vraiment se dire, il faut repartir de la clinique, de l'interrogatoire des patients et les petites choses que nous racontent les externes, il faut se les noter dans un coin de la tête parce que ça peut permettre d'arriver au diagnostic. Et c'est vrai que dans cette maladie, il n'y a pas de marqueur biochimique, donc il faut vraiment bien interroger les patients. Voilà, donc là, un autre cas qu'on a eu cet hiver de Justine, 15 ans,
qui est fatiguée, qui a une faiblesse musculaire depuis la mise sous pilule. Elle a commencé en même temps un stage de charpente parce qu'elle fait des études de charpente. Donc son médecin traitant dit quand même, mise sous pilule, je vais prescrire un bilan biologique qui retrouve une élévation des transaminases, donc une hépatite aiguë également, des gamma-GT un peu augmentés, des CPK aussi augmentés, et puis il fait une sérologie EBV qui retrouve des IgM douteuses et des JGG positifs pour le BV. Donc il se dit, ah ben oui, ça traînait depuis quelques mois cette fatigue, on est sur la fin d'une infection à EBV. Il fait quand même faire une échographie hépatique qui retrouve un foie gras. Donc ses parents lui disent, là tu es en stage, tu manges pas bien, tu manges McDonald's, tu devrais faire un régime parce que tu as le foie gras. Avec cette EBV, il faut que tu fasses un régime. Donc elle fait ce régime, pourtant elle n'était pas en surpoids, hein. Elle perd 4 kilos. Et puis pendant les vacances de Noël, elle part voir son père à Monaco. Et là, il la trouve vraiment très faible, elle fait un malaise. Et elle est amenée aux urgences de Monaco. Il retrouve une hypoglycémie avec un dextro à 0,14 g par litre. Cliniquement, elle a une hépatomégalie. Biologiquement, il voit une hépatite aiguë avec l'élévation des transaminases qui s'est majorée, une élévation des gamma-GT aussi, pas d'ictère, des CPK très élevés, un TP conservé, une ammoniémie très discrètement élevée, et ils font une bandelette urinaire. Même ils avaient fait une recherche d'acétone au doigt des l'IOA qui retrouve une cétonémie négative. Donc ça nous a permis de faire le diagnostic de déficit de bêta-oxydation des acides gras chez cette patiente. Ce qui nous l'a permis de confirmer, donc c'est un profil d'acylcarnitine qui retrouvait une élévation des acides gras à chaîne moyenne et à chaîne longue. Et puis la COA urinaire aussi qui retrouvait des dérivés qui étaient très évocateurs d'un déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase. Donc ça, le déficit de bêta-oxydation des acides gras, c'est des patients qui, en cas de jeûne prolongé ou de catabolisme, ne sont pas capables d'utiliser certains de leurs acides gras aussi par un déficit enzymatique, ce qui fait qu'ils ne produisent pas de corps cétonique. Et là, donc, c'est une maladie énergétique, en fait, un déficit en corps cétonique. Ils vont faire classiquement des hypoglycémies sans cétose. Ils ont souvent des myopathies associées, parfois des cardiomyopathies. Et puis au deuxième plan, il peut y avoir des insuffisances hépatiques sans ictère, des transaminases, des CPK élevés. Et puis surtout, cliniquement, ce qu'on voit, c'est des foies hyperéchogènes. Donc finalement, pour cette patiente, ça s'est plutôt bien passé pendant les vacances de Noël, mais ce malaise aurait pu être fatal. C'est des patients qui peuvent décéder de troubles du rythme cardiaque, de cardiomyopathie. Et donc finalement, si dès l'automne, on s'était préoccupé de son problème et de ce foie gras, on aurait pu faire le diagnostic plus tôt. Donc finalement, c'est pas très compliqué. Notre patient, Thomas, 9 mois, lui qui est adopté, qui n'a pas d'antécédents particuliers. Et puis en janvier 2020, il a des vomissements, des douleurs abdominales qui inquiètent un petit peu les parents. Donc le médecin traitant fait aussi faire un bilan biologique qui retrouve une élévation des transaminases, donc une hépatite aiguë, un TP qui est conservé, une lipase normale. Et lui aussi, il a une sérologie EBV qui est positive. Donc on se dit, il a eu le BV, c'est ça qui lui donne ses vomissements, ses douleurs abdominales. Le médecin traitant, quand même, il avait retenu que si on a un bilan hépatique perturbé, il faut toujours recontrôler. Donc il recontrôle ce bilan après plusieurs mois, qui retrouve la persistance de l'élévation des transaminases. Donc il y a un bilan complémentaire qui est fait, une recherche d'alpha-antitrypsine qui est négative, des auto-anticorps qui sont négatifs, et il fait faire une échographie aussi, qui là aussi retrouve un foie hyperéchogène. Et donc il a bien écouté Eduardo, donc il fait la recherche de maladie de Wilson, avec donc une céruloplasmine qui est retrouvée effondrée, une cuprurie élevée et un cuivre échangeable qui est élevé, et donc une maladie de Wilson qui a été confirmée ensuite par la recherche génétique. Voilà, d'autres cas d'hépatite aiguë grave métabolique, c'est les déficits du cycle de l'urée. Alors moi, parmi les patients qu'on a eus, j'en ai pas retrouvé qui sont présentés vraiment sous la forme d'une hépatite aiguë. Souvent, ils ont des élévations des transaminases, mais on n'en a pas eu, nous, à plus de 10 fois la normale. Là, il y a souvent un intervalle libre par rapport à la naissance. Ça peut se révéler à tout âge.
Donc l'ammoniac qui est produit par la dégradation des protéines va être, grâce au cycle de l'urée, transformé en urée pour être excrété au niveau urinaire. Et puis, quand il y a un déficit au niveau du cycle de l'urée, eh bien, ce cycle s'interrompt, ce qui cause principalement une hyperammoniémie et une encéphalopathie. Il peut y avoir très souvent des transaminases élevées, mais il peut y avoir des augmentations modérées jusqu'à plus de 3000 de transaminases, et souvent gamma-GT et bilirubine normale, rarement des hépatomégalies et des splénomégalies. Et là, ce qui nous aide à faire le diagnostic, c'est bien sûr le dosage de l'ammoniémie et puis la chromatographie d'acide aminé plasmatique, de l'acide orotique. Et bien sûr, comme dans toutes ces maladies, la confirmation par la biologie moléculaire. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les 4 maladies traitables assez caractéristiques qui peuvent donner des hépatites aiguës métaboliques. Ensuite, donc, si on fait un focus sur le syndrome de Reich, donc le syndrome de Reich, qu'est-ce que c'est ? C'est une encéphalopathie non inflammatoire associée à une atteinte hépatique, alors qui est un peu floue, élévation des alates à plus de 3 fois la normale ou TP à moins de 60%. Et ce qui est important, c'est que c'est des patients qui n'ont pas d'ictère. Donc là, c'est une étude qui a été publiée en 2022. Vous avez repris donc 56 cas de syndrome de Reich. Ce qu'on voit, c'est que la plupart des patients avaient moins de 2 ans. Très souvent, il y a un facteur déclenchant qui était retrouvé comme une gastroentérite, une fièvre à l'apparition de ce syndrome de Reich. Tous les patients avaient une élévation des alates avec une moyenne à plus de 18 fois la normale. 97% des patients avaient une insuffisance hépatique associée et ils avaient très fréquemment une élévation de l'ammoniémie, une élévation du lactate et une acidose. Et puis la moitié des patients avaient quand même une hypoglycémie, un foie hyperéchogène, une rhabdomyolyse. Finalement, ce sont pratiquement les mêmes maladies qui sont retrouvées pour donner un syndrome de Reich. Le déficit du cycle de l'urée, pratiquement dans la moitié des cas, ce que vous voyez en jaune, le déficit de bêta-oxydation des acides gras, d'autres maladies du métabolisme énergétique, et puis quelques déficits de cétogénèse. Voilà. D'autres choses qui peuvent nous conduire à penser à une origine métabolique, c'est l'existence d'une insuffisance hépatique aiguë ou d'une hépatite aiguë syndromique, avec différents syndromes génétiques qui sont décrits. Le CDG syndrome qui, ce qu'on dit, peut tout mimer. Et puis d'autres associations syndromiques, donc s'il y a des atteintes neurologiques, des surdités, des atteintes aussi endocriniennes dans le Walcott-Radisson avec des diabètes néonataux, des hypothyroïdies, des insuffisances pancréatiques exocrines, des anomalies neurodégénératives. Il faut penser à ces maladies syndromiques. Et là, il n'y a pas vraiment de marqueur biochimique spécifique. C'est vraiment l'analyse génétique qui va nous permettre d'avoir ce diagnostic. Voilà, les dernières formes qu'on peut voir donc, sont les formes récurrentes d'hépatite aiguë ou d'insuffisance hépatique. Donc, dans ces formes récurrentes, ce qu'on va trouver, c'est qu'il y a toujours un trigger, un facteur déclenchant initial, soit la fièvre, soit un stress catabolique, soit la prise de certains médicaments ou de certains aliments. On retrouve les mêmes maladies, les déficits du cycle de l'urée avec donc souvent des troubles du comportement, des vomissements, des migraines cycliques. C'est des patients qui ont un dégoût des protéines. Il faut penser à doser de l'ammoniémie pour faire le diagnostic. Et donc, quand il y a des troubles du comportement, des états un peu d'encéphalopathie, pensez à doser l'ammoniémie. Des déficits de bêta-oxydation des acides gras qui classiquement ont des hypoglycémies cétotiques. Les cytopathies mitochondriales qui peuvent avoir la prise de dépakine comme facteur déclenchant. Et puis d'autres maladies un peu plus complexes qui ont été décrites récemment, comme NBAS, NCYL1, RINT1, qui sont des gènes, des protéines qui sont impliquées dans le trafficking entre le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, et qui sont classiques pour donner des hépatites aiguës récidivantes. Voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça,
vraiment, le message, c'est se dire quand est-ce que je dois penser à une maladie métabolique devant une hépatite aiguë. Donc c'est, comme je vous l'ai dit, hépatite aiguë et stéatose. Alors c'est vrai que parfois les radiologues ils décrivent pas toujours l'existence d'un foie hyperéchogène ou d'une stéatose. Tout ce qu'il faut, c'est regarder les images de l'échographie et voir la coupe foie-rein, où normalement le foie doit avoir la même échogénicité que le rein. Donc si vous voyez que le foie est plus brillant que le rein, c'est qu'il y a un foie stéatosique. Donc ça, finalement, partout, n'importe quel radiologue, s'il fait bien son échographie, il doit vous prendre une photo de la coupe foie-rein. Et donc même s'il ne le décrit pas, vous regardez les photos et vous-même, vous pouvez en juger. C'est l'existence de cette entité qui est le syndrome de Reille, le fait d'avoir une association syndromique, le fait qu'il y ait des hépatites aiguës ou des insuffisances hépatiques récidivantes, et puis pensez à faire un dosage des CPK parce qu'il y a souvent des myolyses associées. Alors très bien, je pense à une maladie héréditaire du métabolique, mais qu'est-ce que je peux faire comme examen et dans quel ordre? Alors souvent, quand même, les difficultés diagnostiques elles viennent du fait que les examens spécialisés, on ne les a pas en urgence. Si vous faites un vendredi soir une chromatographie des acides aminés plasmatiques, tout dépend où vous travaillez, mais en général, vous n'aurez pas les résultats avant la semaine d'après. C'est pareil pour tout ce qui est biologie moléculaire, les analyses des biopsies. Donc, c'est des examens qu'il faut faire, bien sûr, dans l'urgence, mais on n'aura pas les résultats. Interpréter une chromatographie d'acide aminé plasmatique, même moi, parfois, c'est pas toujours évident. On vous dit la tyrosine est élevée, la phénylalanine, c'est peut-être la teinte hépatique qui donne ces perturbations, donc c'est pas toujours facile. Et donc, il faut vraiment repenser à des choses simples. J'espère que vous aurez vraiment ce message en tête, vous dire c'est pas compliqué. La clinique, interroger les parents, les écouter, examiner les patients, est-ce qu'ils ont un gros foie ou pas, l'échographie abdominale qu'on peut avoir partout avec une coupe foie-rein que n'importe quel radiologue est capable de faire, et puis les examens d'urgence, le bilan hépatique complet bien sûr avec la bilirubine parce qu'on voit que bien souvent il n'y a pas d'ictère associé dans les maladies métaboliques, le dosage des CPK, de la glycémie, l'ammoniémie en moins d'1 heure partout en France, vous pouvez avoir un dosage d'ammoniémie. Et je pense que c'est pareil en Belgique ou au Québec. Hein, ça ne coûte pas cher du tout, donc il vaut mieux le faire que l'oublier. Le lactate, d'autres examens aussi qui peuvent nous orienter. Voilà, test de Coombs, céruloplasmine. Et vraiment, à partir de cet examen de base et de la clinique, si vous êtes un peu entraîné ou vous passez un coup de fil à quelqu'un d'entraîné, il peut faire un diagnostic téléphonique de la maladie métabolique. Alors, quel traitement d'attente? Donc, parfois, quand on ne sait pas trop quoi faire, si le patient est vraiment dans un état de détresse vitale, dans toutes les maladies métaboliques, on ne prendra pas de risque à arrêter les protéines, arrêter les lipides, perfuser du glucosé, donc souvent c'est du G10 avec un bon débit glucidique pour éviter que les patients soient en catabolisme. Est-ce qu'il faut faire un cocktail vitaminique? Éventuellement, on peut donner un peu de L-carnitine et de riboflavine dans les déficits de bêta-oxydation des acides gras. Dans le doute, on peut en donner, ça sera pas toxique. Éventuellement, des épurateurs de l'ammoniac s'il y a une hyperammoniémie. Et puis, dès qu'on a une orientation forte, on peut commencer des traitements spécifiques, notamment pour la maladie de Wilson ou pour la tyrosinémie. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le diagnostic et j'en conviens. Donc c'est pour ça que sur l'initiative de Pierre Brouet et puis avec le soutien des filières, on vous propose donc une plateforme d'aide au diagnostic et à la prise en charge des insuffisances hépatiques du nouveau-né et du nourrisson. Donc le but pour nous, c'est que vous puissiez avoir de l'aide de cliniciens experts, éviter que certaines équipes soient en difficulté. Et puis pouvoir avancer pour réduire les errances et les impasses diagnostiques, et puis avoir un registre national pour colliger tous ces cas et pouvoir avancer sur les patients. Voilà, donc je vous ai remis mon adresse mail si besoin, et je vous remercie. Un tout grand merci, Madame Laborde, pour cette revue. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions dans l'auditoire? Dominique, arrivé récemment, mais déjà sur la balle.
Parce que pour moi, dans la terminologie hépatite, il y a la notion inflammation. Et donc, on parlerait plus volontiers de cytolyse aiguë que d'hépatite aiguë. Pour moi, les hépatites, ça correspond à un cadre très spécifique d'inflammation et de nécrose hépatocytaire. Alors que dans les maladies métaboliques, c'est plutôt énergétique et il n'y a pas forcément de nécrose. Donc, bon, je parais peut-être ancienne, mais pour moi, il y a une distinction entre hépatite. La lithiase biliaire, c'est une cause classique d'augmentation des transaminases à plus de 10 fois la normale, et ce n'est pas une hépatite. Donc, voilà. Mais je laisse Madame Laborde répondre. Voilà, non, mais en effet, c'est tout à fait ça. Là, voilà, le sujet, c'était de traiter des hépatites aiguës métaboliques. En effet, voilà, classiquement, on dit qu'il y a une hépatite sur une élévation des transaminases, mais si on regarde la physiopathologie, c'est pas exactement celle-là, ça c'est sûr. Qui mime une hépatite. Oui. Mais attends, parce qu'il y a d'abord une autre question aussi. Oui, Hugues Piloquet, Nantes, merci beaucoup. Je voudrais vous féliciter, notamment sur cette plateforme qui, à mon avis, peut réellement changer des situations d'urgence où il y a des centres où on est un peu perdu. Et donc, je pense que ça peut amener beaucoup d'aide. Merci. Merci. Alors, une anecdote brève. C'est rare, c'est le nourrisson ou le nouveau-né qui vomit et pour lequel on va prescrire un traitement anti-reflux, voire une solution d'hydratation. Et communément, il est prescrit de l'adiaryl. Et l'adiaryl contient énormément de saccharose qui finalement contient du fructose. Et donc, c'est dans ces circonstances-là qu'on a pu noter encore quelques cas, qui sont de plus en plus rares, d'insuffisance hépatique aiguë chez de très jeunes nourrissons à l'occasion de cet épisode, vomissement, parce qu'on dit que les vomissements sont constants, et puis l'aggravation avec un apport exogène de fructose. Donc, il ne faut pas utiliser d'adiaryl. Le GES45, c'est très bien. Et parmi les anecdotes, j'ajouterais, vous avez dit retirer les protéines et les lipides, mais peut-être aussi le lactose chez un nourrisson qui se présente en défaillance hépatique. Défaillance hépatique, oui. Jusqu'à avoir exclu, bien sûr, les maladies. Bien, dernière question. Oui, merci, j'ai tout compris sur les hépatites métaboliques, c'était super clair. Non, sérieusement, comment ça fonctionne cette plateforme concrètement? Les gens vont mettre une demande de diagnostic, vous avez une veille 24 heures sur 24, voilà, comment ça marche? Il y a une veille, alors 24 heures sur 24, ça va être compliqué, mais se dire en tout cas en jour ouvrable, c'est sûr qu'il y aura toujours une veille, soit donc possibilité par mail ou par contact téléphonique qu'on est en train de créer, et ensuite il y aura un groupe d'experts, on va dire, avec hépatologues et métaboliciens pour essayer de répondre dans les 24 heures aux sollicitations. Juste une dernière question, merci beaucoup. Je voudrais demander l'importance aussi, il y a quelque chose de particulier à demander pour les bilans génétiques et les biopsies hépatiques, parce que des fois, on a un enfant qui a l'air syndromique avec des cytolyses qui montent, qui est élevé, mais des fois c'est normalisé, CPK élevé, puis c'est normalisé, il a un retard de développement, malformation osseuse, et le bilan génétique, il dit rien de particulier, le bilan métabolique, il dit qu'il n'y a rien de particulier, mais au sens clinique, on sent qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Est-ce qu'il y a des demandes spécifiques à faire au niveau génétique ou des biopsies hépatiques à faire absolument pour ce type de patients? Alors après, voilà, nous, on va dire pour tous les patients qui n'ont pas... en France, maintenant, on a l'accès au génome pour tous les patients qui n'ont pas de diagnostic génétique clairement établi. Donc, ça peut passer par des RCP. Si on sent vraiment qu'il y a une maladie métabolique ou une hépatopathie sous-jacente, ça peut être une avancée pour trouver des nouveaux diagnostics pour ces patients-là. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là pour garder le temps et je vais inviter